Je suis, en effet ravi d'être, avec vous ce soir pour vous parler, de mon parcours et qui je pense, est intéressant parce que les grands groupes, alors je sais pas dans le public, j'imagine on a des étudiants, on a peut-être des agences, on a peut-être des freelances, voilà un peu de tout, mais les grands groupes, je sais que c'est une cible qui peut intéresser beaucoup de monde et c'est pas une cible qui est forcément facile à appréhender. Et donc c'est pour ça que je pense que ça va être intéressant pour tout le monde de découvrir un petit peu comment ça a fonctionné. En tout cas chez Leroy Merlin. En plus, j'ai vu dans le chat qu'on avait des grands fans de Leroy Merlin. Il y a déjà des magasins qui ont été cités. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne de l'intérieur et puis comment il y a quelques années, j'ai lancé, le no-code du coup, chez Leroy Merlin. Qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça? Alors je vais juste basculer la fenêtre. Tac. Et est-ce qu'on a bien la présentation là? Et là, c'est bon. C'est parfait. Super. Donc on se retrouve ce soir pour discuter d'une thématique donc autour du no-code et des grands groupes. Et donc on va particulièrement s'intéresser au cas Leroy Merlin. Leroy Merlin, une entreprise dans laquelle j'ai passé 8 ans, et voir comment Leroy Merlin s'est appuyé sur les technologies no-code pour booster son business. Et notamment, on verra la période du Covid aussi, qui a été une période où il y a eu, qui a demandé beaucoup d'agilité et où le no-code a été une solution pour résoudre pas mal de problématiques. Donc avant toute chose, j'ai été présenté brièvement, hein, mais je vais me représenter. Donc je suis Thibaut, le fondateur de Caply. Donc Caply, on a une agence de développement logiciel et applications en no-code, basée en Bretagne, à Vannes plus précisément. Et on est hébergé au Village Baïséa. Village Baïséa, c'est donc l'incubateur du Crédit Agricole. Et donc, on accompagne les entreprises bretonnes, mais pas que, voilà, dans toutes ces transformations digitales. Et donc, ce soir, je ne suis pas là pour vous parler de Caply, mais plutôt de mon passé, mon expérience, du coup, dans un grand groupe qui était Leroy Merlin. Donc, moi, à la base, j'étais pas du tout dans le monde du no-code, bien que j'ai toujours été un peu geek sur les bords. En fait, moi, j'étais à l'époque contrôleur de gestion. Donc, j'ai fait différents postes de contrôle de gestion. Donc, Leroy Merlin, c'est un grand groupe. C'est plus de 30 000 collaborateurs en France, 150 magasins. Voilà, mais aussi, c'est le troisième groupe mondial dans les distributions de produits de bricolage. Donc, c'est un gros mastodonte. Et quand on peut se dire un mastodonte comme ça, forcément, par rapport à une startup, on perd en agilité et tout est un peu long et fastidieux. Et donc, dans mon passé de contrôleur de gestion, j'ai beaucoup fait face à ce manque de flexibilité, en fait. Et j'y reviendrai après pour expliquer vraiment comment le no-code a permis de faire gagner en flexibilité, en agilité l'entreprise. Donc voilà, moi j'étais contrôleur de gestion d'abord au siège et après en magasin. Donc le contrôleur de gestion d'un magasin Leroy Merlin, en fait, ça peut être un peu le directeur financier et son job, en fait, c'est de développer l'activité de son magasin. Moi, j'étais à l'époque à Dreux, près de Paris. Et donc voilà, donc on peut se dire dans un magasin, l'idée déjà, c'est d'avoir les produits disponibles, les équipes pour vendre, etc. Mais le digital, là, aujourd'hui, c'est des vraies sources de développement de la performance. Et c'est vraiment sur ce point qu'on va s'accentuer. Et puis, du coup, moi, en termes de spécialité, je suis spécialisé sur Glide, que j'imagine la plupart d'entre vous doivent connaître. Donc, Glide, qui est un outil américain qui permet à la base de développer des applications à partir d'un Google Sheet et aujourd'hui qui permet de faire bien plus de choses et qui pour moi est un des outils aujourd'hui les plus puissants du marché, puisqu'il va permettre de faire voilà, des applications, on va dire, au meilleur rapport qualité-prix, donc de faire des choses très rapidement. Alors bien sûr, on va avoir des limites en termes de design, mais on peut aller très très vite et avoir des solutions qui fonctionnent très bien, ultra rapidement. Et puis moi, pour la petite histoire, j'ai eu la chance de gagner lors du No Code Summit cette année, pour ceux qui étaient, le Challenge Glide. Donc, moi, ça faisait 5 ans que je travaillais sur Glide. Et donc, c'était une belle récompense de gagner ce challenge. Et j'espère renouveler ça l'année dernière. S'il y a des gliders dans le public, ce sera avec un plaisir qu'on s'affrontera lors du prochain No Code Summit. Alors, j'aime bien commencer mes présentations par cet article qui est paru récemment dans Les Échos, qui dit que le low-code, no-code deviendra un enjeu de survie pour les entreprises.
si vous êtes intéressé par tous les sujets de no-code, je vous invite vraiment à aller voir cet article. Vous tapez les échos low-code, vous allez tomber dessus. Il explique très bien pourquoi demain, on va avoir deux types d'entreprises. On va avoir les entreprises qui vont faire la bascule et qui vont développer leur productivité, travailler très très vite. Et puis toutes les autres qui ne vont pas changer et qui vont petit à petit mourir par rapport aux autres. Hein. Donc c'est vraiment un changement qui est majeur et un changement qu'on a initié à l'époque chez Leroy Merlin et qui s'accentue de plus en plus dans la plupart des grands groupes aujourd'hui. Donc la problématique du jour, hein, comment Leroy Merlin exploitait le no-code pour booster son business. D'ailleurs, à l'époque et même aujourd'hui, moi, en fait, quand on parle à des clients, je parle très peu de no-code. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est pas du no-code, hein, c'est des applications qu'on fait très très vite avec peu de moyens. En fait, hein, à Leroy Merlin et dans la plupart des grands groupes, d'ailleurs, si c'est des cibles que vous essayez d'approcher, moi, je parle même pas de no-code, en fait. Hein, honnêtement, c'est pas la chose prioritaire. Bien sûr, après, on explique le concept, hein, mais c'est pas ce qui va les intéresser. Hein. Ce qui intéresse les entreprises aujourd'hui, c'est de développer des outils informatiques rapidement avec peu de moyens. Il faut savoir que dans un grand groupe comme Leroy Merlin, avant, développer un outil informatique, c'était un minimum un an de boulot, 100 000 euros. Et voilà, on mobilisait des équipes pendant des mois sur des projets. Donc voilà, on se posait la question à deux fois avant de lancer un projet informatique. Et c'est en ça que le no-code a été une solution, mais on va y revenir. Donc, avant de commencer sur des cas concrets, je voulais quand même vous repréciser un petit peu c'est quoi l'organisation de Leroy Merlin. Donc, Leroy Merlin, vous devez connaître les magasins. Ensuite, au-dessus des magasins, on va avoir ce qu'on appelle des directions régionales. Donc, Leroy Merlin, c'est organisé en régions. Donc, c'est en fait des groupes d'une quinzaine de magasins environ. Et donc, après, on a le siège national. Hein, donc, magasin, direction régionale, siège national. C'est important de comprendre tout ça pour bien comprendre comment j'ai lancé tout ça et comment ça s'est organisé. Et donc, moi, à l'époque, j'étais contrôleur de gestion ou leader performance aussi, c'était le terme interne. Et donc, comme je le disais, mon job était de développer du coup l'activité de mon magasin. Et c'est en ça que j'ai vu en les outils no-code une opportunité de développer l'activité de mon magasin. Et c'est pour ça que je me suis lancé. Et donc, Leroy Merlin, c'est un grand groupe avec des gros moyens, un gros service informatique. Qui représente des centaines de collaborateurs, des millions d'euros de budget. Et donc voilà, c'est important d'avoir tout ça en tête. Mais malgré cette structure importante, les services informatiques aujourd'hui dans les entreprises, ils sont tous en tension. Les projets prennent beaucoup de temps. Et donc il y a toujours des choix à faire en fait. Hein, et c'est en ça que le no-code a été une solution. Parce que, comme je vous disais, hein, il se pose la question toujours de vraiment si le projet vaut le coup. Et c'est en ça que le no-code sera une opportunité demain dans les grands groupes, hein, vraiment sur cette phase de prototypage, on va dire. Hein. Vous allez voir dans les exemples que je vais vous présenter, Leroy Merlin, on a vraiment utilisé le no-code pour du prototypage, pour tester des idées rapidement avec peu de moyens. Et après, on a refait travailler souvent des équipes de développeurs une fois qu'on avait validé un concept sur le redéveloppement de l'outil, en fait. Je regarde en même temps si j'ai des questions. Non, tout va bien pour l'instant. N'hésitez pas s'il y a des questions. J'ai le chat à côté. Alicia ou Christelle, je pense, m'alerteront s'il y a des questions au fur et à mesure parce que j'ai la présentation devant les yeux. Donc moi, en fait, il y a environ 5 ans, donc j'étais à l'époque du coup dans mon magasin et donc je cherchais à développer l'activité de mon magasin. Et à côté de ça, j'étais assez proche du milieu des startups parisiens. Et j'entendais beaucoup parler de techniques et d'outils qu'ils utilisaient. Je me disais, mais à Leroy Merlin, mais on est à 1000 lieues d'exploiter tout ça pour booster notre business. Et donc, j'ai découvert petit à petit que tous ces outils, toutes ces techniques, en fait, ça regroupait deux concepts qui parlaient entre eux. Hein. J'ai découvert du coup les deux concepts, le concept du growth hacking et le concept du no-code. Voilà, l'un alimentait l'autre. Pour le growth hacking, pour ceux qui sont pas familiers, je vous invite à aller regarder un petit peu tout ça. Mais en gros, c'est des nouvelles techniques marketing avec des nouveaux outils pour générer de l'activité rapidement avec peu de moyens, si on devait le résumer en quelques mots. Et donc le no-code, souvent on pense à développer des sites web, développer des applications, mais il y a plein de choses aujourd'hui qu'on peut faire en no-code et ça ne se limite pas du tout à tout ça. On peut développer des chatbots, on peut automatiser des tâches,
On peut aller scraper, donc extraire de la donnée de site internet sans une ligne de code. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire aujourd'hui grâce au no-code. Donc voilà, ça se limite vraiment pas que à développer des applications et des sites internet. Et donc moi, je me suis dit, tous ces outils qui sont utilisés par les startups et qui sont incroyables, qui permettent de faire des choses rapidement avec peu de moyens, en fait, ça serait super intéressant d'appliquer tout ça dans un grand groupe. Et je me dis, Leroy Merlin, déjà, avec le nom qu'on a, l'expérience, etc., si on exploite tout ça dans un grand groupe, on va pouvoir faire des choses de malade. Donc, c'est à cette époque que j'ai décidé de commencer à me former en parallèle de mon job. Donc, c'était le midi et le soir, hein, quand je rentrais, que j'allais avaler des vidéos, des formations sur Glide, du coup, à l'époque, qui a été vraiment le premier outil sur lequel je continue beaucoup de travailler aujourd'hui. Mais c'est vraiment le premier outil sur lequel j'ai décidé de me former parce que je voyais plein de cas d'usage possibles en interne. Et d'ailleurs, il y a quelques années, on parlait de digitalisation des entreprises. Alors, donc, c'était de passer du papier à l'informatique. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les entreprises, elles sont quand même plus ou moins digitalisées, hein. La plupart, quand même, est digitalisée. Mais ce qui s'est passé beaucoup, c'est qu'on a digitalisé plein de choses qui étaient faites sur papier, sur, par exemple, des tableurs ou des Google Docs, etc. Et tout ça, en fait, c'était, du coup, chez Leroy Merlin, c'était un peu dans tous les sens. Et un tableur, c'est top, mais ça a des limites aussi. Et en créant une application à partir de ce tableur, je me suis dit qu'on pouvait faire plein de choses intéressantes et aller beaucoup plus loin. Donc, je vais vous parler maintenant de différents cas que j'ai faits. L'idée, c'est pas de tout citer, mais vous compreniez les grands principes. Donc, la première application que j'ai sortie, c'était une application sur ce qu'on appelait chez Leroy Merlin les coachings sécurité. Donc, c'était une application pour améliorer la sécurité en magasin, la sécurité des collaborateurs, éviter les accidents du travail. Et donc, les coachings de sécurité, c'était quoi? C'était du coup un travail que devaient faire les managers dans les magasins. Donc, ils devaient descendre sur la surface de vente et aller observer en fait les collaborateurs qui faisaient par exemple de la mise en rayon le matin pour remplir le magasin. Et donc, ce coaching, en fait, il durait. Donc, il y avait une phase d'observation de 5 minutes. Et donc, c'était le petit papier que vous voyez à gauche de l'image. Donc, en gros, ce qui se passait, c'est qu'on descendait avec un papier. On allait observer le collaborateur qui faisait sa mise en rayon. On allait noter ce qu'il faisait de bien et puis tous les points qu'il pouvait améliorer aussi pour sa sécurité. Donc voilà, donc on le notait sur le papier. Il faut savoir que du coup, Leroy Merlin, comme je vous le disais en introduction, c'est 30 000 collaborateurs, lesquels avaient plusieurs coachings par an. Et donc on passait 5 minutes à faire ce coaching. Et puis après, en fait, il y avait tout un temps où on devait remonter dans notre bureau, ouvrir un outil informatique qui avait été développé sur OneDrive. Et également, donc sur cet outil, on ressaisissait en fait toutes les informations qu'on avait écrites sur le papier. Donc déjà, ressaisi. Entre le moment où on avait fait le coaching et on remontait pour saisir, on avait une chance sur deux déjà d'avoir perdu la feuille et donc le contenu du coaching. Et après, on avait une dernière étape qui était de ressaisir ce coaching dans un fichier, c'était un Excel à l'époque. Et donc, en fait, ce coaching qui prenait réellement 5 minutes, on va dire, d'utile, et en fait, j'avais chronométré, j'avais fait des petits chronomètres, et en fait, on perdait 10 minutes, donc on multipliait le temps par 3 avec toutes ces phases de ressaisie derrière. Et donc, ces 15 minutes qui peuvent paraître finalement pas grand-chose pour faire un coaching, en fait, quand on le multipliait par 30 000 collaborateurs fois plusieurs coachings par an, en fait, ça représente des dizaines de milliers d'heures. Donc, je me suis dit, là, il y a un truc à jouer. Et voilà, au-delà des heures économisées, c'était aussi de la sécurité qu'on a permis d'améliorer grâce à ça. Et donc, c'est un premier cas que je trouvais intéressant parce que finalement, c'était un petit cas, c'était une petite application, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais il y avait un gros impact. Et donc, un petit conseil déjà que je peux vous donner si vous voulez aller. Alors, peut-être vous êtes déjà dans un grand groupe actuellement, ou si vous voulez aller chercher des clients en grand groupe, c'est commencer petit, pas tout de suite commencer à vouloir viser super gros, mais vraiment avoir un petit projet déjà pour commencer à initier, mais un petit projet avec un gros impact. Et là, vous allez pouvoir tester sans vous confronter à trop de barrières, et puis après aller plus loin. Donc là, on avait la situation initiale, un coaching, donc un papier, on ressaisissait, double ressaisie, on perdait 10 minutes du coup par coaching. Et donc je me suis dit, ça serait intéressant qu'on crée une première application. Donc j'ai développé ma première application sur Glide à l'époque, qui m'a pris 2 jours à développer.
Et donc cette application, voilà, vous voyez un aperçu. Alors j'ai masqué, volontairement les noms des personnes. Donc cette petite application, elle permettait tout simplement, de saisir un coaching directement, en magasin, sans avoir besoin de remonter, de ressaisir et cetera. On ouvrait notre application, on ajoutait notre coaching, on saisissait les informations et puis automatiquement, toutes les informations étaient enregistrées, analysées, traitées. Et donc ça faisait gagner, du coup, ça permettait de diviser par 3 le temps, en fait, de faire finalement ce coaching. Donc cette application que j'ai mis 2 jours à développer, en 2-3 mois, on l'a déployée sur 45 magasins, donc c'est un tiers des magasins en France. Et on a, pu gagner en quelques mois déjà plusieurs milliers d'heures. Surtout que c'était un travail qui était fait par des cadres, donc forcément les cadres aussi, c'est des postes, qui coûtent plus cher à l'entreprise, donc c'était beaucoup de temps perdu par des cadres à faire des tâches sans plus-value. Donc on a gagné beaucoup d'heures. En plus de ça, on a constaté une réduction de 30 des accidents du travail sur le périmètre. Donc là, on s'est dit: «Voilà, il y a vraiment un intérêt, c'est intéressant». Et donc en fait, ce qui s'est passé à l'époque, alors, c'était, moi je connaissais pas le terme à l'époque, hein, mais dans les grands groupes, on va beaucoup parler de ce qu'on appelle le shadow IT. C'est toutes les applications, tous les projets informatiques qui sont faits en dehors du spectre de la DSI, le service informatique. Donc moi, à l'époque, je connaissais pas ça, hein, mais cette première application, elle était totalement, en shadow IT. Donc c'était totalement hors des cadres et puis, en fait, elle a eu tellement de succès, et on me l'a tellement demandé, assez rapidement, que c'est remonté au niveau du siège. Et donc là, on a commencé à se poser des questions. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Leroy Merlin a commencé à se structurer à l'époque et voir que c'était intéressant. Et du coup, on a travaillé main dans la main avec les équipes, de l'informatique dans un deuxième temps. Une fois qu'on avait validé le concept, pour faire redévelopper cette application proprement, connectée au système d'information, parce que cette application, elle était totalement indépendante du système d'information. Par exemple, quand un nouveau collaborateur arrivait dans l'entreprise, il n'était pas automatiquement repris dans l'application. C'est aussi pour vous montrer comment en redéveloppant, puis en rajoutant des couches de code derrière un deuxième niveau, on peut aussi aller plus loin. Du coup, les collaborateurs après, bien sûr, se synchronisaient tout seuls et cetera. Tous les outils communiquaient entre eux. Mais cette première application, elle nous a permis, de valider du coup les technologies, par le groupe. Donc on a travaillé avec les équipes de la cybersécurité, hein. Si demain vous voulez travailler avec les grands groupes, c'est des équipes, qu'il va falloir vous mettre dans la poche. Et donc on a fait un audit des solutions. Donc on a sélectionné 2 solutions. On a sélectionné Glide et on a sélectionné du coup Make. Donc Glide plutôt pour le développement de toute la partie front et Make du coup pour toute la partie automatisation. Make, c'est un outil intéressant quand vous allez vous adresser aux grands groupes parce que c'est un outil européen, hein. Les grands groupes, tout ce qui va être, local, français, si possible européen, au pire, c'est le top. Alors Glide, c'est un outil américain, mais qui, a beaucoup d'intérêt en termes de sécurité. Il respecte beaucoup de normes, donc on a réussi à faire, du coup également valider Glide. Et je vous donne quand même un point de vigilance, sur les outils no code. Donc quand vous voulez travailler sur des outils no code, bien s'assurer de toutes les notions de sécurité autour des outils no code. Mais attention, par exemple, Glide, c'est un outil qui permet qui se dit RGPD, donc la réglementation européenne sur la protection des données. Mais ça ne veut pas dire que les applications que vous allez produire, elles seront, elles, RGPD. Hein, donc c'est important de savoir aussi en quoi consiste tout ça et puis comment appliquer, toutes ces règles de sécurité, bien sûr, quand vous allez travailler avec un grand groupe, hem, voilà, va vouloir, maîtriser toutes ces notions, de sécurité. Donc là, on avait validé, donc premier projet, déjà gros succès, des gros gains, en termes de temps, d'argent et puis surtout une réduction des accidents de travail qui a beaucoup intéressé la boîte. Et donc on a fait donc valider, ces technologies. Donc entre temps, il y a eu plusieurs projets qui sont sortis, mais je ne vais pas tout vous citer. Et surtout, on a eu un gros bouleversement, en 2020, c'était l'arrivée du Covid. Et donc l'arrivée du Covid, il a fallu, être très agile. L'agilité, c'est pas forcément le fort d'un grand groupe, mais avec les solutions no code, on a réussi à trouver des solutions pour faire différentes choses. Et voilà, je suis encore une fois pas là pour tout vous citer, mais je vais vous donner, quelques exemples. Premier exemple, c'est pour vous montrer aussi un autre exemple, de l'utilisation du no code. On fait pas que des outils, des sites web, on peut aussi faire, d'autres choses. Et en l'occurrence, ici, c'est un chatbot qu'on a développé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, on a fermé les portes, des magasins qui étaient accessibles que sur rendez-vous.
Donc, on s'est retrouvé de magasins où on a en moyenne entre 100 et 150 collaborateurs en fait, on était 3 dans le magasin, avec le directeur du magasin, la responsable des ressources humaines et le contrôleur de gestion, moi, plus peut-être quelques managers. Et donc là, on se demande comment on va faire pour maintenir notre activité avec toutes les contraintes qu'imposait du coup le Covid. Et donc là, on se pose alors déjà, les clients, il faut savoir qu'ils n'avaient plus aucun moyen de nous joindre. Les lignes téléphoniques étaient fermées, le magasin, on ne pouvait pas accéder sans rendez-vous, enfin voilà, on ne pouvait plus nous joindre ni par mail, etc. Et donc là, on se rend compte d'une chose, on se connecte sur Facebook et en fait, on se rend compte que sur Messenger, en fait, c'était le seul moyen de communication qui restait avec les magasins. Et du coup, Messenger, on se rend compte qu'on passe. Donc là, je vous ai mis la courbe réelle. Donc on voit le magasin, en général, on recevait autour de 0, entre 0 et 5 messages par jour. Et du jour au lendemain, on passe de 0 à 1000 messages par jour. Donc nos clients, en fait, ils ne peuvent plus nous joindre que sur Messenger. Et donc, c'est là qu'ils nous contactent pour savoir comment ils pouvaient commander, comment ils pouvaient accéder au magasin, etc. Et donc, on se retrouve à 4 dans le magasin, à commencer à traiter ces messages, à répondre, comment passer une commande sur Internet, etc. Et on identifie du coup qu'il y a une vraie source de business là-dedans, puisque si on leur répond, ils vont passer des commandes, etc. Et du coup, tout d'abord, on répond manuellement. Et puis, je me dis, au fur et à mesure, on voit qu'il commence à y avoir de la répétition. Et puis, en fait, les messages, c'est toujours les mêmes questions. Je me dis, putain, mais ça serait intéressant du coup de développer un chatbot sur Messenger qui leur permette d'avoir une réponse de façon automatisée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, là, je fais un petit benchmark et je regarde un petit peu sur Internet. Et après, il suffit aujourd'hui de taper le no-code et ce qu'on cherche à faire. Et puis, il y a quasiment un outil pour tout aujourd'hui. Et donc, je trouve un outil qui permettait de développer du coup des chatbots en no-code, donc en assemblant des briques entre elles. Et donc, là, je me mets à développer ce chatbot que vous voyez. C'était le vrai chatbot qui était développé à l'époque. On a développé en 2 jours. Donc, je peux vous mettre un petit aperçu vidéo, comment ça se passait. Donc, dès qu'un client essayait de nous contacter, en fait, là, il y avait le robot qui commençait. Alors, c'est peut-être un peu petit, mais en gros, le robot prenait en charge et puis il allait proposer différentes options en fonction des besoins du client. Et donc, le client arrivait à avoir sa réponse en autonomie et puis surtout à n'importe quelle heure de la journée. C'était ça aussi qui était intéressant. Donc, il expliquait les horaires d'ouverture, est-ce que les clients pouvaient commander, comment, etc. Prendre des rendez-vous pour accéder au magasin. Et donc, cette application, on l'a sortie du coup en 2 jours sur mon magasin à l'époque. Et puis, voilà, chez Leroy Merlin, les nouvelles vont vite. Et puis, du coup, en 2-3 semaines, on a déployé 45 magasins. C'est aussi l'agilité du no-code, c'est d'aller très, très vite. Ça, autrefois, si on avait voulu coder un chatbot et le déployer sur 45 magasins, ça aurait pris des mois, voire des années. Et donc là, en quelques semaines, on a été capable de faire ça. Et puis avec ça, on a généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'était plutôt très intéressant pour un projet qui a pris 2 jours à développer. Donc voilà, je ne vais pas vous citer. Dans le confinement aussi, si on a une autre problématique qui était intéressante, c'était qu'à Leroy Merlin, on ne savait pas du tout faire du drive comme peuvent le faire Leclerc Drive avec des systèmes de bornes, tout ça. En fait, c'était pas du tout ce système-là chez Leroy Merlin. Et puis comme on n'avait plus le droit de se contacter, il a fallu trouver des solutions pour faire du drive. Donc là, c'est pareil. En 2 jours, j'ai été capable de développer une solution pour faire du drive dans les magasins avec une petite application Glide. On scannait un QR code, ça envoyait la commande, etc. Et puis, on a pu sortir une solution de drive également en quelques jours qui a permis aux clients de retirer leur commande. Donc, j'ai fait pas mal de différents travaux. Moi, chez Leroy Merlin, j'ai développé une trentaine de projets à peu près en tout en 3 ans. Et donc, les projets, ils ont eu beaucoup de succès. Donc à l'époque, j'étais encore dans mon magasin avec aussi toute mon activité, on va dire, toute mon activité liée à mon métier à gérer. Et puis, du coup, c'était compliqué de faire ces projets à côté. Il y a des questions, non, peut-être? Ouais. Ah, c'est bon, Alors, voilà. on peut faire une petite pause, peut-être. Ça avait un peu bugué. En fait, on a une question de Pierre-Louis et de Bertrand qui est à peu près la même question. C'était quel est l'outil pour dev ce chatbot, s'il vous plaît? Ouais, alors l'outil que j'ai utilisé, c'était Chatfuel, ça s'appelle. Je vais le mettre dans le chat. Chatfuel. Chatfuel, donc vous pouvez développer des chatbots sur Messenger, mais je pense que vous pouvez développer d'autres types aussi pour faire sur des sites web, tout ça avec des briques, c'est super simple. Donc c'est l'outil, mais j'imagine il y en a d'autres. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas c'est celui que j'ai utilisé à l'époque. Parfait. Si tu veux faire une petite pause, j'ai 2 autres questions. Ouais, vas-y. Ça te va? Alors, on a une question d'Émilie qui est « Et pourquoi une appli
pourquoi une appli Google Sheet donc sur téléphone, ne suffit pas pour gagner du temps? C'est-à-dire, j'ai pas bien compris la question. Moi non plus. Si Émilie, tu peux remettre en contexte un peu ta question, ce serait parfait. Et sinon, la deuxième question, c'était une question de Simon, même si c'était pas vraiment une question, mais on va la formuler comme ça. Le C'est comment shadowing. expliquer le no-code à sa direction? Parce qu'il est dans un grand groupe aussi. Ouais, bah, comme je disais au début de la présentation, hein, et d'ailleurs, même aujourd'hui, sur mon site internet, capli.fr, on parle pas de no-code. En fait, pour moi, les gens, c'est pas. Alors, il y a ce travail d'évangélisation à faire. Le jour où les gens connaissent, il faut en parler. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui ne parlent pas de no-code, qui ne connaissent pas le no-code. Et donc, ce qu'il faut. Moi, je pense que ce qu'il faut utiliser, hein, comme terme, c'est des solutions pour développer des outils informatiques rapidement avec peu de moyens. Hein, et puis après, on explique ce que c'est le no-code, mais dans un premier temps, c'est pas ça ce que les gens recherchent. Les gens, ils s'en fichent d'avoir du no-code ou autre chose, hein. Ce qui intéresse les gens, c'est les coûts et les délais. Mais sinon, pour expliquer le no-code, tout simplement, c'est des moyens de développer des solutions informatiques, souvent en assemblant des briques entre elles, tout simplement, des briques qui sont auparavant pré-codées. Parfait. Bah, je te laisse continuer et J'ai me vu dire. Daniel n'a pas compris le shadow IT. Le shadow IT, c'est un terme qu'on emploie, c'est pour toutes les. Ah bah oui, tu as mis un article après. Shadow IT, du coup, c'est toutes les applications liées à l'informatique qui sont développées en dehors des radars des directions informatiques, en fait. Leroy Merlin, tu as le siège, le service informatique, et après, tu as les magasins. Et bah, les magasins, ils sont assez autonomes, ils peuvent demander à un prestataire de développer une application sans l'accord du siège. Et dans ces cas-là, bah, comme ce n'est pas géré par le siège, on dit que c'est du shadow IT, de l'IT caché, en fait, hein, si on traduit en français, tout simplement. Parfait. Et juste Émilie a remis en contexte sa question, donc si tu veux, tu peux la lire comme ça, ce sera plus facile que si moi je la lis. Alors, pour l'appli Glide, pour la sécurité, la saisie aurait pu être faite avec un Google Sheet sur téléphone, non? Oui, bah, exactement, c'est ce que tu dis, hormis l'interface, bah oui, justement, un Google Sheet, c'est l'interface qui manque, hein. Et puis un Google Sheet, tu peux essayer de l'ouvrir sur téléphone par rapport à une application mobile. Tu verras, l'utilisation sera beaucoup plus simple avec une application. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'avec une application, nous, qu'on va faire avec Glide, tu vas pouvoir rajouter tout un tas de fonctionnalités que tu ne pourrais pas faire sur un Google Sheet. Par exemple, tu saisis ton coaching, à la fin, tu veux créer un rapport en PDF et l'envoyer par mail à la personne qui a suivi le coaching, tu vois. C'est une raison parmi tant d'autres. Mais avec une application mobile, on peut aller bien plus loin en fait qu'avec un Google Sheet. Et donc, ouais, du coup, ça me permet quand même de revenir. En fait, la petite révolution qu'on a eue à Leroy Merlin, c'était qu'on est passé de Microsoft, donc Microsoft et tous les outils Excel, Word, etc., qui étaient à l'époque pas connectés. Et du jour au lendemain, on est passé sur la suite Google. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui font cette transition. Donc Google Sheet, Gmail, etc. Et en fait, ça a vraiment été aussi le début et qui a permis de faire beaucoup de choses derrière. Hein, parce qu'à l'époque, Microsoft, c'était pas du tout connecté comme ça l'est aujourd'hui. Et vraiment d'être passé chez Google, en fait, ça a été la petite révolution en interne. On a pu collaborer, on peut brancher des outils facilement. Enfin, c'est ça qui a permis aussi, qui m'a permis d'initier le travail. Alors pour Chatfuel, tu vois, ceci non, les tokens, ça doit douiller à force. Ouais, il y a une question de Bertrand. Ouais, l'abonnement. Alors, ouais, les tokens, ça doit douiller. Alors, moi, je vous invite aussi toujours, hein, certes, tous les outils, ils ont des coûts, mais il ne faut pas réfléchir en coûts, il faut toujours réfléchir en retour sur investissement. Moi, un outil qui me coûte 1 000 € mais qui me rapporte 10 000, je le prends. Voilà, donc il faut toujours réfléchir, est-ce que le retour sur investissement est là? Et puis quand tu es dans un grand groupe et que tu dis que tu vas mettre 1 000 € et que ça va te rapporter x10 ou x20 ou x30, tu vas prendre cet outil. Voilà, si le retour sur investissement n'est pas là, je t'invite à du coup ne pas prendre l'outil et réfléchir autrement. Bon, on va te laisser continuer. Ouais, on continue et puis on reprendra des questions après. Donc je disais, donc je vous ai présenté quelques cas. Donc à l'époque, j'étais moi contrôleur de gestion en magasin. Donc j'avais tout mon job aussi à côté. Et puis du coup, j'ai mené pas mal de projets qui ont bien marché. Et du coup, on m'a proposé en fait, de créer un poste. Alors ça, c'est une force aussi de Leroy Merlin. On m'a créé un poste sur mesure. Donc je suis devenu digital leader. Donc en fait, j'ai intégré du coup à ce moment-là la direction régionale. Donc pour ceux qui sont là depuis le début,
il y a les magasins, au-dessus des magasins, les directions régionales qui regroupent une quinzaine de magasins. Et au-dessus des directions régionales, le siège hein, qui gère tout ça. Et donc, moi, j'ai décidé de rejoindre cette direction régionale parce que les directions régionales, c'est des directions qui sont proches du terrain, proches des problématiques métiers. Et donc, en ça, c'était intéressant pour tester des choses rapidement et le no-code, d'être proche du terrain et des problématiques métiers. Et donc j'ai rejoint cette direction où on m'a donné le champ libre, en fait, de faire ce que je voulais en termes de projet. Et là, j'ai pu m'y mettre vraiment à plein temps, donc c'était super intéressant. Et donc, on est devenu à l'époque une sorte de labo, en fait, pour l'entreprise. Moi, j'étais à la direction centre à Poitiers. Et on gérait une quinzaine de magasins, 2000 collaborateurs, voilà, avec un gros chiffre d'affaires. Et donc, c'était un beau terrain de jeu. Et donc, je disais, ouais, on est devenu un peu labo, donc on testait beaucoup de choses. Et puis, l'idée, c'était de tester quelque chose, de le prouver. Et puis, une fois qu'on avait montré que ça fonctionnait, c'était voilà, on communiquait bien sûr toujours avec le siège, le service informatique. Et une fois qu'on avait un projet qui fonctionnait, on le remontait, on débloquait un budget, on mettait une équipe de développeurs dessus et on redéveloppait le projet en code et puis connecté au système d'information. Et donc, je crois que c'est le dernier projet que j'avais à vous montrer, du coup, que j'ai fait à l'époque, qui est d'ailleurs mon plus gros projet que j'ai fait chez Leroy Merlin. Et d'ailleurs, donc là, vous avez, il y a quelque temps, j'ai vu un article qui est passé, donc il y avait si vous la connaissez pas, avec la veste rouge, la ministre de l'écologie qui est passée dans les magasins Leroy Merlin pour féliciter Leroy Merlin pour ses activités sur la rénovation énergétique des logements. Et donc à l'époque, c'était une problématique à laquelle on s'intéressait beaucoup, puisque c'était beaucoup de paperasse en fait. Pour bien que vous compreniez, l'État a sorti des aides à la rénovation énergétique. Ça s'appelle MaPrimeRénov'. Et donc ça vous permet, par exemple, si vous voulez changer vos fenêtres chez vous, de bénéficier d'aides pour financer une partie des travaux. Donc ça marche pour les fenêtres, pour de l'isolation, pour installer un poêle. Voilà, il y avait tout un tas de travaux qui nous intéressaient parce que nous, Leroy Merlin, on vendait et on posait ces produits. Et ça permettait aux clients, finalement, sur un chantier qui allait coûter 10 000 euros, finalement, de payer que 3 000 au final. Et puis pour nous, c'était transparent puisque on allait percevoir quand même la somme globale et donc ça nous intéressait beaucoup. Et donc à l'époque, monter un dossier MaPrimeRénov', donc pour ces chantiers de rénovation énergétique, ça ressemblait à ce que vous avez devant les yeux. Un dossier pour un client qui voulait donc par exemple isoler son logement. C'était un énorme dossier papier, ça prenait à peu près 3 heures à gérer, le temps de faire donc il y avait des CERFA à générer pour l'État, il y avait des dossiers à constituer, il y avait tout un tas de documents à compléter, etc. C'était très long et fastidieux. Et donc ça, c'était la problématique déjà que c'était long et compliqué. Donc ça veut dire que les personnes qui pouvaient gérer ça, il fallait qu'elles soient formées. Et donc il y avait peu de personnes dans les magasins qui pouvaient gérer ça. Et donc je me suis dit, là, il y a un truc à jouer si on arrive à faire quelque chose de simplifié pour gérer tout ça. Avec une interface digitalisée, on va pouvoir déjà réduire considérablement le temps de traitement d'un dossier et puis aussi faciliter le traitement de ces dossiers. Et donc, au lieu d'avoir 2-3 personnes qui pouvaient gérer dans le magasin, peut-être on en aurait 10 ou 20 personnes ou des nouveaux arrivants qui pourraient gérer ça facilement. Et donc, là, j'ai été mener mon enquête dans les magasins, voir un peu comment ça fonctionnait. Première étape d'un projet informatique, hein, c'est de décortiquer bien sûr tous les processus. Et donc là, ça a été un projet que j'ai mené à peu près, ça m'a pris 2 semaines pour vous donner des ordres d'idées de temps qui étaient en termes design assez simple, mais qui avait toutes les fonctionnalités qu'il fallait. Et donc on a sorti un petit outil qui permettait en fait tout simplement de, déjà, simuler les montants, d'aide auxquels les gens pouvaient avoir le droit en magasin. Donc on rentrait 2-3 informations et puis on savait, sur tel ou tel projet, le montant d'aide qui sera remboursé par l'État s'étend. Et donc une fois, après que le client était intéressé, on allait aller pouvoir, créer du coup un dossier, on saisissait les informations et puis après on allait pouvoir suivre le dossier, les différentes étapes, générer des documents en automatique avec toutes les infos qu'on avait collectées, envoyer les dossiers à l'État, et cetera. Donc, ça en fait, d'un traitement qui prenait 3 heures, on a divisé ce temps par 3 et donc au lieu de prendre 3 heures, on prenait plus qu'1 heure et en plus, c'était plus simple à gérer. Donc on a pu multiplier, énormément, le nombre de dossiers qu'on traitait, hein. Et puis ça, en fait, nous, c'est des millions, voire des dizaines de millions d'euros, de chiffre d'affaires. C'est des projets comme ça, donc c'est des gros impacts. Et donc là, c'est pareil, on a développé ce projet, on l'a lancé d'abord sur une région de 15 magasins. En quelques semaines, on a du coup, en quelques semaines ou quelques mois, on a lancé sur à peu près 45 magasins, un tiers des magasins en France.
Et puis là, le siège, voilà, ils ont vu qu'on cartonnait, que ça marchait super bien. Ils se sont dit: «Bah, ça, c'est pas mal ce truc, on débloque le budget, on met une équipe dessus». Puis ils ont redéveloppé le projet, bien sûr, qui a permis d'aller, aussi bien plus loin. Et donc voilà, ça, c'est un outil aujourd'hui qui sert, surtout dans tous les magasins en France pour, gérer les dossiers de rénovation énergétique et qui devait aussi être lancé au niveau monde pour gérer les aides d'État, dans tous les pays où le groupe est présent. Voilà, donc là, c'était quelques cas pour vous. Est-ce qu'il y a déjà à ce stade, il y a des questions? Non, ça va pour l'instant. Et du coup, j'avais prévu de vous dire en résumé, un peu c'est quoi pour moi les clés aujourd'hui pour travailler avec un grand groupe. Donc déjà, vous avez pu voir dans les exemples que je vous ai présentés, un grand groupe, le no-code pour moi, c'est une vraie solution pour faire du prototypage. Bien que les outils évoluent très vite et puis on peut faire de plus en plus de choses, donc je pense que demain on pourra même, faire des solutions vraiment sur des gros périmètres qui fonctionneront bien tout en no-code, hein. Et puis pour vous donner un ordre d'idée, moi Glide quand j'ai commencé, c'était limité en termes de volume de données, on avait 50 000 lignes maximum. Donc si on voulait faire une application avec les produits de Leroy Merlin, il y avait 30 000 références à peu près. Déjà, on était quasiment, au taquet du volume de données. Aujourd'hui, on peut mettre 10 millions de lignes dans une application Glide. Donc déjà, vous voyez en quelques années comment ça a évolué. C'est pour ça que je vous dis que je pense qu'on pourra de plus en plus faire des solutions pérennes dans le temps. Mais ouais, c'est une vraie solution de prototypage. Et puis, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu chez Leroy Merlin, prototyper et puis après redévelopper une fois qu'on avait prouvé la chose, redévelopper avec du coup en code traditionnel et puis en le connectant bien au système d'information pour aller plus loin. Moi, je suis convaincu que du coup, le monde du développement informatique, il va se diviser en différents niveaux. Pour toutes les applications qui vont être plutôt simples, même si on peut aller de plus en plus loin, je vous disais, ça va être le no-code qui va y répondre. Pour toutes les applications qui vont être plutôt avancées, ça va être le low-code, ça va être entre le no-code et le code. On va prendre du no-code, on va se customiser avec du code. Et puis pour tous les projets complexes, là, ce sera toujours le travail des développeurs informatiques, hein. Et dans les projets complexes, je rajouterai également les projets avec de la donnée sensible, type données de santé, données bancaires, etc. Ah ouais, un petit conseil que je peux vous donner, c'est que moi, à l'époque, quand j'ai commencé, alors les outils n'étaient pas aussi matures qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, les entreprises, ils sont soit chez Google, soit chez Microsoft en termes d'outils. Et aujourd'hui, ces deux plateformes ont développé ils ont aujourd'hui leur propre solution de no-code. Ça peut être aussi une bonne clé d'entrée dans les entreprises qui sont du coup chez Microsoft, d'utiliser du coup Power Apps. C'est beaucoup plus facile en termes, je pense, pour lancer des projets. Et pour les entreprises qui sont chez Google, du coup, c'est AppSheet, où ça sera beaucoup plus facile de rentrer par ça. Donc ça, je pense que ça sera les outils à privilégier du coup pour travailler avec des grands groupes. Après, on a des outils qui sont intéressants, les grands groupes qui sont vachement intéressés par des outils français avec de la donnée stockée en France. Donc là, je vous ai mis 2 outils, mais il y en a d'autres, WeWeb, Xar, qui sont des outils français. Voilà, on peut stocker la donnée un peu comme on veut. Donc ça c'est top aussi pour parler à des grands groupes, ça va bien fonctionner. Et dernier point, sur la partie sécurité, mettre en avant les normes que respectent les outils. Glide, par exemple, que nous on privilégie chez Capli, Glide, ça permet de faire des applications en respect de la RGPD. C'est ISO 27001, donc ça, c'est une norme informatique voilà, qui est super rigoureuse et qui prouve voilà, la qualité et la sécurité d'un produit. Donc ça, c'est super intéressant. Et on arrive au bout de la présentation. Donc, je vous ai parlé de Leroy Merlin. Aujourd'hui, du coup, j'ai mon agence de développement du coup, en Bretagne qui s'appelle Capli. Voilà, on travaille dans plein de domaines d'activités différents, le commerce, l'industrie, logistique, finance, voilà, c'est super varié et puis, en tout cas, il y a un super marché. Si vous êtes étudiant, le no-code, ça fait que grossir et voilà, on est encore qu'au début, hein, vraiment le marché arrive à maturité et en Bretagne encore, il y a encore très peu de gens qui connaissent même le terme no-code, hein. C'est pour ça que je vous disais, moi, sur mon site internet, je parle même pas de no-code. Bien que ça commence, on essaie de se faire ce travail de démocratisation. Mais voilà, en tout cas, dans les prochaines années, il y aura beaucoup de possibilités avec tout ça, c'est sûr. Donc, foncez si vous êtes étudiant et puis n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou autre si vous avez besoin. Je vous ai mis mon mail.
Je vous ai mis mon mail là, et puis je vous ai même mis un petit QR code avec mon LinkedIn là, si vous voulez m'ajouter, si vous avez des questions, si vous avez des démarches avec des grands groupes et vous voulez éventuellement aussi, moi je peux aussi, ça m'arrive de temps en temps, des gens qui veulent aller voir des grands groupes, bah, ils m'appellent et puis on peut faire des presses. Moi je peux parler de comment on a fait à Leroy Merlin, voilà, avec grand plaisir. Merci beaucoup Thibaut, c'était super intéressant, tellement intéressant qu'on a plein de questions, donc on va essayer de les Ouais. rentrer dans les 10 dernières minutes. Donc avant d'entamer les questions, d'ailleurs, il y avait des petites mécompréhensions, je pense. C'est qui en fait prenait en charge tout ce qui était les outils, les tokens, etc. Est-ce qu'il y avait des aides ou c'était Leroy Merlin qui prenait en charge? Ah, c'était Leroy Merlin, ouais. Ouais. Leroy Merlin, bon, comme ça c'est clair. Ensuite, on a une question de Pierre-Louis qui est donc quels étaient les outils pour ce dernier cas? Donc le dernier cas le plus important que tu nous as montré. Et ben moi, Glide, du coup Glide pour la partie plutôt front et Make pour la partie automatisation, envoi d'email, génération de documents, etc. Nous, chez Capli, aujourd'hui, on travaille essentiellement avec Glide et Make, et avec ça, on arrive quasiment à faire tout ce qu'on peut faire. On a quasiment nos limites. Trop bien. Ensuite, on a une Et, question de et, Lily. Oh, pardon. et d'ailleurs, ouais, petite parenthèse là-dessus, hein, c'est que la plupart des outils aujourd'hui, nos codes développent de plus en plus, se développent de plus en plus vers des outils tout en un. C'est-à-dire qu'autrefois, moi, quand j'ai lancé sur Glide, en fait, pour faire des automatisations derrière, d'envoi d'email, de génération de documents, de paiement, tout ça, il fallait absolument passer par Make pour lier avec d'autres outils. Puis aujourd'hui, en fait, la plupart des outils commencent à auto-intégrer toutes ces fonctionnalités directement dans Glide. Donc aujourd'hui, même quasiment sans Make, et quasiment que sur Glide, on arrive quasiment à tout faire aujourd'hui dans tous les projets qu'on a. Trop bien. Donc ensuite, on a une question d'Émilie qui est est-ce qu'il y a eu des freins lors de ces projets no-code, techniques ou autres? Ouais, alors franchement, si tu vois, alors je vous parlais le premier cas que j'ai monté, qui était la partie coaching sécurité. En fait, je l'ai monté j'expliquais le Shadow IT, mais j'ai monté sans demander l'avis à personne. Et en fait, c'est vrai que si j'avais demandé l'avis dans un grand groupe, c'est toujours compliqué. Si on va demander l'avis au service informatique, tout ça, toujours de base, on nous dit non. En fait, les services informatiques, ils ont quand même, ils sont un peu frileux au changement, bah, pour des raisons légitimes, hein, de sécurité, etc., d'encadrement des projets. Donc ouais, je dirais pour empêcher ces freins, c'est vraiment travailler main dans la main avec la direction informatique. Et voilà, mettre en avant toute la sécurité autour des outils, etc. Et c'est comme ça que vous arriverez à convaincre des grands groupes. Parfait. Ensuite, on a une question de Daniel qui est pour quelles raisons switcher vers une start-up après Leroy Merlin? Plus de liberté, indépendance, salaire, autre? Bah, tout simplement pour travailler sur d'autres projets, hein, et puis entreprendre, hein, c'est une passion. Et voilà, c'est la liberté, l'indépendance, comme tu peux le dire, en effet. Mais c'est la variété des projets. Leroy Merlin aussi, c'est un grand groupe avec beaucoup de moyens. Le no-code, c'est une vraie solution pour les petites entreprises aussi qui ont peu de moyens. Et voilà, c'était ça aussi qui m'intéressait, c'était d'aller accompagner ces petites et moyennes entreprises qui ont moins les moyens que forcément qu'un grand groupe. Puis aujourd'hui, la variété des cas qu'on peut traiter, c'est juste énorme et c'est ça qui est super intéressant. Donc ensuite, on a une question de Serge, donc je pense qu'elle sera assez subjective, mais c'est avec l'accélération de l'IA, est-ce que le no-code ne va pas être dépassé? Je ne sais pas te répondre. En tout cas, ce que je peux te dire à l'heure actuelle, c'est qu'au contraire, l'IA vient alimenter la plupart des projets en plusieurs sens. Déjà, bah, il y a plein de fonctionnalités dans les applications qu'on peut développer aujourd'hui avec de l'IA qui sont super intéressantes. Et en plus de ça, je te dirais en termes bah, par exemple, quand tu vas créer des applications, souvent on va avoir besoin de ce qu'on va appeler les jeux de données, donc par exemple des utilisateurs fictifs, ce genre de choses. Et en ça, l'IA, bah, c'est une vraie source aussi de gain de temps. On va pouvoir générer des listes d'utilisateurs, des listes en tout genre de choses. Et je pense pas qu'aujourd'hui ça va être un frein, mais plutôt une opportunité justement dans les projets no-code. Donc ensuite, on a une question de Bertrand qui est on aura tes slides, Thibaut, s'il te plaît. Bien sûr. Donc, parfait. Et ensuite, c'est une question de Franck qui demande en fait si la base de données de Glide suffit ou tu as eu besoin d'Airtable ou d'un outil comme Airtable. Bah, alors moi, quand j'ai commencé, en fait, je n'utilisais que des Google Sheets internes Leroy Merlin, en fait, parce que du coup, ça permettait d'avoir la donnée stockée aussi dans l'environnement Leroy Merlin. Et
Et aujourd'hui, bah, nous, on n'utilise quasiment plus que ce qu'on appelle les tables Glide, qui sont un peu des sortes de tableurs, mais dans Glide, qui permettent vraiment de donner de la fluidité aux applications et puis d'aller plus loin en termes de volume. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on aurait pu. Glide, il propose plein de possibilités. Alors, j'ai pas d'action chez Glide, hein, mais je trouve que c'est l'outil qui est top. Mais on peut mixer du Google Sheet, de la table Glide, et on peut faire des requêtes SQL, par exemple, pour gérer toute la partie utilisateur, notamment. Hein, dans les grosses entreprises, il y a des systèmes pour voilà, dès qu'il y a une personne qui arrive, qui s'ajoute, on pourrait imaginer voilà, utiliser plusieurs sources et synchronisations pour construire nos applications. Mais on va dire avec les bases Glide, aujourd'hui, tu peux quasiment tout faire. Parfait. On a une question de Michel, donc qui n'est pas spécialement une question si j'ai bien compris, mais en fait, elle ne connaît pas encore Glide. Donc, est-ce que Glide correspond même pour une création d'une application type SaaS? Ouais, carrément. Alors, Glide, ça convient bien pour de l'application. Alors, nous, on fait des applications SaaS, mais des SaaS B2B qui seront utilisées par des professionnels. Pourquoi? Parce que Glide, tu vas être rapidement quand même limité en termes de volume d'utilisateurs. Donc, il faut que ça soit des utilisateurs qui rapportent. Glide en utilisateur public, tu es à 1000 utilisateurs actifs mensuels. Donc, ça peut quand même être rapidement limité, donc il faut bien calculer. En tout cas, pour tester sinon une idée rapidement, ça s'y prête bien. On peut intégrer du paiement, de l'abonnement, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Et après, nous, on va peut-être ouvrir aussi, il y a un autre outil qui est intéressant pour faire du SaaS plutôt B2C, donc utilisé par des particuliers, donc avec des plus gros volumes d'utilisateurs et des plus petits paniers mensuels. C'est Software aussi qui est pas mal, qui se prête bien, qui est assez simple à prendre en main et plus de volume d'utilisateurs, donc c'est intéressant. Mais ouais, ça s'y prête tout à fait pour la création d'apps SaaS, mais plutôt dans le monde professionnel. Ensuite, on a une question d'Igor, donc qui nous dit bonsoir, donc bonsoir Igor. Avec ton agence, est-ce que tu fais toujours des prototypes ou pour des groupes, ou alors des applis qui fonctionnent directement en no-code? Pour le moment, on fait plutôt, donc on existe depuis un peu plus d'1 an, hein, donc c'est assez frais, mais c'est plutôt des applis qui fonctionnent complètement en no-code, hein. Comme je disais, les outils, ils ont pris une telle maturité et puis ils permettent d'aller tellement loin aujourd'hui qu'on peut faire des applications quand même qui vont assez loin. Après, on n'a pas encore refait d'application où on lancerait sur une boîte de 30 000 personnes. Bien sûr, bah, ça peut être limité. Là, ça se prêterait plus pour le test, mais voilà, on peut aller. C'est le nombre d'utilisateurs qui va pouvoir bloquer, hein, avec Glide. On peut aller, alors après, si on passe sur des plans, on peut aller jusqu'à quelques milliers, mais voilà, quand c'est quelques dizaines de milliers d'utilisateurs dans une entreprise, ça peut avoir ses limites. Parfait. Ensuite, on a une question d'Alice qui est les impacts après le développement des applis no-code. Est-ce que ça mènerait à une réduction des postes? Bah, pas du tout, hein. Moi, je te dirais même au contraire. Finalement, bah, nous, les services informatiques, il n'a pas du tout réduit. Il s'est concentré sur les projets à plus-value. D'autre part, l'activité des magasins, du coup, ça a permis d'augmenter l'activité. Qui dit augmentation de l'activité, dit augmentation bah, forcément des recrutements, etc. Donc, non, je dirais au contraire, le no-code, ça peut permettre justement de développer une activité, de recruter et de créer de l'emploi. Ensuite, on a une question de Brice qui est aujourd'hui, quelle approche avez-vous chez Capli pour trouver de nouveaux prospects ou clients et quelles sont les principales sources? Alors, comment on trouve des clients? Bah, essentiellement, on va faire beaucoup d'événements en Bretagne. Des événements, on a deux formats d'événements. Soit on fait des conférences, plutôt des présentations comme on peut faire ce soir, et puis on fait beaucoup d'ateliers aussi de formation. Puis on est persuadé, bah, comme on fait aussi ce soir, en donnant de la valeur aux gens aussi, la valeur nous sera rendue et les gens reviendront vers nous, on va se faire connaître. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Vraiment, c'est beaucoup sur l'événementiel, le réseau, développer son réseau en fait. Après, on a de la chance, c'est que bah, à Paris, forcément, il y a beaucoup de concurrence, mais dans les provinces, aujourd'hui, le champ, il est libre. En Bretagne, il y a très peu d'acteurs, par exemple. Donc c'est aussi cette chance, hein. Si vous lancez une activité, que vous êtes à Paris, bah, vous aurez beaucoup de concurrence, notamment bah, celle de nos chers amis d'Allegria. Et voilà, en province, forcément, il y a moins de concurrence et plus d'opportunités. Ensuite, on a une question de Franck qui est le site de Capli a-t-il été conçu avec Glide? Non, alors Glide, c'est pour faire des applications mobiles. Donc, c'est pas pour faire des sites internet. Pour faire la différence, des fois, on peut se demander c'est quoi la différence. Une application mobile, c'est pas référencé. Il n'y a pas de référencement Google. Donc, si vous tapez, vous ne retrouvez pas l'appli et le contenu de l'appli sur Google. Mon site, il a été fait avec un outil qui s'appelle TypeDream, qui est un outil qui est top. Je peux vous taper TypeDream.
qui est assez simple à prendre en main, qui permet de faire des sites assez poussés, voilà, qui n'est pas encore parfait, jugez pas mon site, mais qui va évoluer. Et TypeDream, je vous recommande pour les sites, c'est vraiment sympa comme outil. Parfait. Et la dernière question qu'on aura, du coup, c'est le SI, donc le système d'information Leroy Merlin, a accepté l'ouverture de son environnement à Glide. Grâce à quel argument? Est-ce que c'est le fait que Glide soit ISO 27001? Ouais, entre autres, ça joue. Ouais. Il y a les normes de sécurité et puis surtout, voilà, le no-code, souvent on le répète, hein, on peut faire du no-code vite, on peut voilà, développer des applications très rapidement, mais faire du no-code bien et correctement avec la sécurité qu'il faut, etc., ça prend du temps. Et donc, faut vraiment s'attacher sur n'importe quelle plateforme, voilà, lire toute la documentation sur la sécurité. Un exemple tout con, mais c'est pas pareil, parce que dans une application, une information n'apparaît pas, qu'elle n'est pas disponible. Ça, c'est l'erreur numéro 1 qu'on fait en no-code. Et donc, voilà, dans la plupart des outils, il y a des moyens de gérer ça pour que vraiment, même si l'information n'apparaisse pas, elle soit sécurisée. Parce que souvent, on pense parce qu'une information n'apparaît pas comme des données personnelles, elle est sécurisée, mais en réalité, dans le code, dans le back-office, si on va dans la console inspecter sur le navigateur, on peut retrouver toutes les informations des téléphones, des emails, etc. Donc, c'est vraiment ça le point de vigilance. Et voilà, il faut montrer à l'entreprise qu'on maîtrise tous ces points-là pour avancer. Juste, j'en profite, s'il y a des étudiants parmi vous, nous, on recrute aussi potentiellement des profils sur de l'alternance, notamment s'il y a des étudiants d'Allegria, c'est des profils qui nous intéressent. Donc voilà, si vous êtes chaud pour faire du glide, du make, n'hésitez pas à me contacter et puis on verra, voilà, on cherche des profils. Génial. Tu es déjà en contact avec Thomas là-dessus? Ouais, on était en contact, ouais. Nickel. Bon, bah, cool. Ouais, c'est top. Et moi, juste pour rebondir sur un sujet, c'était sur les DSI. Nous, en fait, ce qu'on fait chez Allegria, c'est qu'on organise ce qu'on appelle les no-code Leaders Club. Et en fait, c'est des dîners de gens, principalement des DSI de grands comptes, en fait, qui viennent, qui se retrouvent et qui échangent justement sur des problématiques en fait, liées à la gouvernance, à la sécurité et tous ces sujets en fait, dont tu as parlé. Donc, effectivement, c'est des vrais sujets. Et pour aborder ça, pour aller toucher des grands comptes, c'est important d'avoir une maîtrise sur la gouvernance, la sécurité, l'hébergement des données et tout ça. Donc effectivement, pour se mettre là-dedans, c'est des sujets dont il faut bien avoir connaissance, quoi. Parce que chaque grand compte a ses propres limitations, ses propres réglementations aussi, et tout. Donc c'est très particulier, mais ouais. Complètement. C'est juste le petit mot que je voulais rajouter là-dessus. Bon, je vais conclure cette session. En tout cas, merci beaucoup, Thibaut, d'avoir été là parce que c'était vraiment très intéressant. Donc, bien évidemment, voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Reposez-vous bien et c'est bientôt le week-end, donc on pourra tous se reposer. Donc, stay strong jusqu'à demain soir. Et puis, pour ceux qui viennent, on verra. Carrément. Il y a jeudi prochain, la soirée Allegria Network. Voilà, bonne soirée à tous. Ouais, bonne soirée, merci. Bonne soirée à tous, au revoir.